Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Cette semaine, il y a 4 sujets dont j'ai envie de vous parler. Le premier, c'est évidemment la situation politique avec la nomination de François Bayrou comme Premier ministre, ses premières prises de parole, et puis aussi une forme d'effondrement du pouvoir politique au niveau de l'Élysée et d'Emmanuel Macron, à la fois dans les propos qu'il tient, dans des éléments qui sont donnés à voir par la presse. Enfin bref, il y a un effondrement du pouvoir macroniste qui est en cours et je vais vous parler de ça. Mon deuxième sujet, ça sera évidemment la situation à Mayotte qui est catastrophique et dramatique et sur laquelle il y a des responsabilités de l'État qu'il faut évoquer pour, je pense, être utile pour la suite. Et puis mon troisième sujet, ça sera la Guyane, puisque j'y étais en déplacement et que je veux vous en dire quelques mots, même si j'y reviendrai de manière peut-être un peu plus longue à un autre moment, mais je veux quand même vous en dire quelques mots. Enfin, dernier sujet, je vous parlerai rapidement du procès des viols de Mazan, simplement pour vous dire quelques mots autour du courage de Gisèle Pelicot. On commence donc cette actu de la semaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc tous les samedis à 9h30, je fais le point sur l'actu politique de la semaine. J'invite celles et ceux qui ne suivent pas encore la chaîne à s'abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Et je commence donc avec mon premier thème qui est cette forme d'effondrement du pouvoir politique macroniste. Alors, Monsieur Bayrou a donc été nommé Premier ministre et il continue les consultations pour former un gouvernement. Sauf que les premières prises de parole de Monsieur Bayrou, elles donnent à voir quelqu'un qui est complètement déconnecté de la vie politique du pays. Il y a eu cet événement assez lunaire dans lequel le Premier ministre, plutôt que d'assister à une réunion de crise sur la situation à Mayotte, a décidé de se rendre à la mairie de Pau pour aller faire son conseil municipal, puisqu'il est maire de Pau, et voter le budget de sa ville. Donc il a pris le jet spécialement affrété pour le Premier ministre. Boum, il est allé faire son conseil municipal. Il a assisté à la réunion sur la situation à Mayotte, mais en visio à distance. Il semble pas avoir pris la mesure de la situation à Mayotte, ou alors en tout cas, il donne à voir une forme de, comment dire, de mise à distance vis-à-vis de la situation à Mayotte qui est assez effrayante. Et puis quand il a été interrogé aux questions au gouvernement, notamment par la présidente de mon groupe parlementaire, Mathilde Panot, qui lui disait: «Mais enfin, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous allez à Pau faire votre conseil municipal quand la situation à Mayotte exige la mobilisation du Premier ministre?» C'est le seul qui est nommé par Emmanuel Macron, qui est plus dans le gouvernement démissionnaire, quoi. Donc ça aurait été normal qu'il soit là et voire même qu'il dirige politiquement cette réunion de crise sur la situation à Mayotte. Et quand donc il est interrogé sur ce sujet-là, il répond sur le thème non, mais il y a une déconnexion entre la ruralité et Paris. Pau, c'est la France. Et vous, vous me dites ça parce que je suis de Pau, mais si j'avais été à Neuilly, vous n'aurez rien trouvé à redire sur le fait que je participe à mon conseil municipal plutôt que d'être à la réunion de crise sur Mayotte. Enfin, vraiment lunaire comme réponse à côté de la plaque. Et je crois que même les macronistes étaient gênés. D'ailleurs, je le sais parce que j'ai quelques retours d'une forme de, je sais pas, ils sont vraiment sidérés de voir ça, quoi, de voir des réponses de ce faible niveau-là politique sur la situation du pays. Puis surtout, c'est ce que ça donne à voir de l'urgence que représente la situation à Mayotte pour Bayrou, quoi. Entre Pau et son conseil municipal et Mayotte, enfin, le choix est vite fait normalement quand on est Premier ministre de la France. Bon, ça c'est un premier élément. Et il y a un deuxième élément dans cette forme d'effritement qui vient par François Bayrou, c'est cette tentative désespérée quelque part d'essayer de former un gouvernement d'union nationale, on ne peut pas appeler ça autrement, vu qu'il réunit autour de la table des gens qui vont des communistes jusqu'à la droite, les républicains, de manière un peu grand écart qui risque de lui faire des élongations. Et puis surtout, il y a un problème, c'est que du coup, participent à ces réunions les gens du nouveau Front populaire, moins la France insoumise qui a refusé de participer à ces réunions, mais donc les socialistes, les Verts et les communistes qui participent à ces réunions, ils affaiblissent d'une certaine manière le rôle de la gauche comme force d'opposition à François Bayrou, d'autant qu'ils sortent de là en disant bon ben le chantage à la non-censure, ça commence à bien faire. François Bayrou ne veut céder sur rien. Sur la réforme des retraites, finalement, il veut pas céder. Sur les 49.3, il s'engage pas à pas les utiliser. Donc, si ça continue comme ça, on va censurer. Ben, merci de la découverte, quoi. Il était temps de s'en rendre compte. Oui, Emmanuel Macron a nommé François Bayrou pour pouvoir continuer sa politique.
Donc il n'y a pas d'un seul coup, le gars il va se réveiller, il va dire: «Ah bah tiens finalement on est de gauche, on va faire l'augmentation du SMIC, la retraite à 60 ans et puis la sixième République», parce que d'ailleurs ça commence à bien faire le pouvoir politique, d'Emmanuel Macron solitaire quoi. C'est évident que Bayrou il va pas faire changer du tout au tout la politique d'Emmanuel Macron. Donc l'éventuel accord de non-censure qu'on aurait pu obtenir dans le cadre de ces négociations, ça aurait été un truc, qui fait pchout, enfin qui a pas grand intérêt pour le peuple français. Donc il y avait une forme de naïveté en fait, de ceux qui ont participé à ces réunions et je crois que maintenant ils sont en train de revenir à une forme d'appréciation un petit peu plus juste de la situation que nous n'avons pas quittée parce que, c'est difficile d'imaginer François Bayrou dans un rôle de Che Guevara quoi quand même, on est un peu loin en type de personnage et surtout en type d'orientation politique. C'était ça, dont je voulais vous parler. Donc il y a tous ces éléments-là qui participent, d'une forme de déstabilisation du pouvoir politique parce que Bayrou, il est finalement même lâché par les siens. Je veux dire, il n'arrive pas à faire l'élargissement, à sa gauche comme il souhaitait le faire parce que le nouveau Front populaire est en train de revenir à la raison et à la maison comme avait proposé Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, on a l'impression que les socialistes, les écologistes et les communistes, ils sont un peu en train de se détacher, de cette possibilité-là. Donc du coup, Bayrou, il se retrouve recentré sur, ce qu'il avait déjà, hein, un gouvernement Les Républicains macronistes et encore, c'est pas dit que les Républicains veulent y aller. Puis en plus, par-dessus le marché, même chez les macronistes, ça commence à lui tirer dans les pattes en disant qu'en gros, il est nul, quoi. Donc ça donne une forme d'instabilité au pouvoir macroniste qui est très, très important. Et puis, il y a un problème supplémentaire qui s'ajoute pour, les macronistes, c'est que, vous savez, il y a une expression qui dit: «Le poisson pourrit toujours par la tête». Bah là, le poisson est en train de pourrir par la tête, c'est-à-dire par Emmanuel Macron lui-même, le président de la République, qui est à la fois le sommet, du dispositif, étatique légal dans notre pays, puisqu'il est président de la République et qui est en même temps et particulièrement le sommet du dispositif macroniste. D'ailleurs, si vous voulez vous en convaincre, c'est pas très compliqué. Le mouvement macroniste est nommé de manière, générale par le nom même de celui qui est l'actuel président de la République, Emmanuel Macron. C'est vous dire si le point tout en haut de la pyramide est central dans le dispositif macroniste. Parce qu'en général, on n'appelle pas, un mouvement par le nom d'un individu quand on a autre chose qui nous rassemble que son nom. Et Macron, il est en train de donner à voir quelqu'un qui perd pied, qui s'exprime d'une manière déconnectée des réalités, d'une part, et d'autre part, qui est lâché par la presse. Alors j'y reviendrai ça dans un petit instant. D'abord, je pars sur la question de la déconnexion vis-à-vis de la réalité, parce que là, en ce moment, il est allé à Mayotte. C'est très bien qu'il soit allé à Mayotte, et je pense que c'est nécessaire que le président de la République se rende sur place pour montrer une forme de mobilisation de l'ensemble des moyens de l'État et pour encourager une forme de mobilisation des moyens de l'État pour faire face à la crise particulière que traverse Mayotte. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais par contre, il y a ce qu'il dit sur place. Et ce qu'il dit sur place, c'est pas au niveau. Il dit c'est mieux que Mayotte, ça soit la France, parce que si c'était pas la France, ça serait encore plus la merde. Il dit des choses comme bon, oui, bon, vous avez eu une bouteille d'eau et 2 boîtes de thon. Je sais, c'est pas top, mais c'est déjà pas mal. Enfin, en gros, il a une forme je sais pas comment dire, mais de mise en avant, de on fait, on agit, et cetera, alors que précisément, ce qui est en cause à Mayotte, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est les désengagements des moyens de l'État. Donc, il se fait hurler dessus en retour, légitimement. Les gens, ils appellent à sa démission, ils sont assez véhéments quand Macron répond, parce qu'il est tellement choquant dans ses propos, tellement méprisant et d'un air un peu supérieur vis-à-vis de gens qui ont tout perdu. C'est ça qu'il faut voir. Les gens, ils ont tout perdu et déjà, ils n'avaient pas grand-chose. Et déjà, c'était déjà la responsabilité de l'État s'ils n'avaient pas grand-chose. Et là, en plus, le mec, il vient et il fait le kéké en disant ouais, on est mobilisé, on fait, bon, je sais que c'est pas assez, mais quand même, on est là, etc. Donc, il y a une forme de déconnexion entre ce qu'il fait, ce qu'il dit sur place, et puis le ressenti des gens. Et cette situation-là, elle est traduite dans ce que nous voyons, nous, depuis l'Hexagone ou depuis d'autres outre-mer de notre pays. Mais il y a une forme de, je sais pas, ce gars plane complètement, quoi. Il est loin des réalités qui sont vécues par les gens. Et ça provoque aussi une forme d'affaiblissement du pouvoir macroniste. Donc là, on a un cocktail qui est très, très dangereux. Parce que il y a à la fois un Premier ministre qui est nul, et où en fait, tout le monde se dit que le gouvernement de François Bayrou finira par tomber, en réalité. Mais le problème, c'est que s'il tombe dans un espace de temps extrêmement rapproché, vous voyez bien qu'il y a une accélération de l'instabilité politique qui commence à se mettre en place. Et s'il est lâché jusque par les siens, bah, qu'est-ce que vous voulez? Il va pas tenir, hein, il va tomber comme celui d'avant. Donc il y a ce premier élément-là, plus l'élément qui normalement est central, parce que le Premier ministre il est censé être
le fusible du président de la République. Alors Macron, il s'en est jamais servi comme fusible, il a toujours été là, moi je, Macron, etc. Il a toujours voulu plus ou moins gouverner le pays par lui-même, quoi qu'il arrive. Mais dans la logique de la Ve République, il y a une logique de fusible. Sauf que maintenant, bon, les fusibles, on voit qu'ils sautent les uns après les autres. Et le président de la République lui-même, il est au centre des foudres, puisque c'est lui, sa super, sa grande personne, qui est censé être un génie. Il faut voir les articles qui sont publiés sur le sujet. Le gars, il est persuadé qu'il avait raison de faire la dissolution, qu'un jour, tout le monde se rendra compte de son génie. Enfin, il plane vraiment très, très loin. Et ce qui est très inquiétant, compte tenu de ces éléments particuliers, bah, c'est que on commence à se dire qu'il y a un risque, je vous l'avais déjà dit, mais il y a un risque qu'à un moment donné, ils partent complètement dans le décor, puis ils décident, de toute façon, moi je fais tout mieux que tout le monde, donc je vais déclencher l'article 16, les pleins pouvoirs, et puis voilà, fin de l'histoire, je vais m'occuper tout seul, l'article 16 de la Constitution, et puis je vais m'occuper tout seul des affaires de l'État, parce qu'il y a ça qui est permis dans la Constitution de l'État, article 16, en gros, c'est les pleins pouvoirs pour une période de temps qui est en soi illimitée, avec pour seul contre-pouvoir l'Assemblée nationale et le Sénat, qui pourrait utiliser une motion de destitution avec l'article 68 de la Constitution. Mais quand on l'a fait en octobre dernier, la motion de destitution du président de la République, je rappelle que ont voté pour la destitution seulement les insoumis, les écologistes et les communistes. Tous les autres, ils voulaient laisser le président de la République. Donc je ne sais pas ce que ça donnerait si jamais on en arrivait là et qu'il faille destituer le président de la République parce qu'il prendrait des mesures très très particulières. Donc il y a ça. Et puis je rajoute à ça la possibilité, ça commence maintenant à être une option assez centrale d'une démission d'Emmanuel Macron. Parce que il est lâché jusque par la presse bourgeoise. Il y a des articles du Monde, là, il y a une série d'articles du Monde qui est en train de sortir et qui est publié, il va y en avoir 4, il y en a déjà 2 qui ont été publiés. Alors dans le premier article, c'est des révélations sur les propos notamment homophobes du chef de l'État, et le deuxième, c'est des révélations sur des propos racistes et machistes. Donc là, il commence à se forger un personnage public qui normalement devait rester privé parce que c'est des conversations privées, mais ça donne à voir un personnage dans la sphère privée qui est très très problématique. Donc moi, Macron, je le déteste pour sa politique, mais je ne pensais pas que ça allait aussi loin, je ne pensais pas qu'il en tenait des propos racistes. Je vous donne un exemple parce que ça a choqué tout le monde, mais dans un des articles du Monde, il y a un échange, une conversation qui est rapportée entre le ministre de la Santé de l'époque, qui était M. Rousseau, Alexis Collère, qui est le secrétaire général de l'Élysée, et puis Emmanuel Macron sur la situation de l'hôpital public. Et Macron dit qu'en gros, si la situation de l'hôpital public des urgences est mauvaise, il dit c'est parce qu'il y a trop de Mamadou. Hein. Donc vous voyez le niveau des propos racistes qu'est capable de tenir M. Macron dans les sphères privées quand il pense qu'il n'y a personne qui va répéter ce qu'il raconte. Tout ça est extrêmement inquiétant pour ce que ça donne à voir du personnage, et puis pour ce que ça donne à voir de ceux qui sont autour, qui tolèrent ce genre de trucs, qui ne le disent pas, qui finissent par le dire au moment où ils se disent « bon, tout est perdu, je vais balancer ». Et où la presse elle-même se fait le relais de ça. Donc ça commence à laisser penser que tout le monde est en train de lâcher ce type, quoi, et qu'il est parti dans une forme très personnel de pouvoir qu'il avait déjà, mais qu'il a à part vraiment dans le décor. Parce que quand vous n'avez plus personne autour de vous, mais que vous êtes quand même la personne qui détient le pouvoir, ça peut vous pousser à faire des choses qui sont très autoritaires, comme justement ce fameux article 16 de la Constitution. Donc voilà, on est dans une situation qui est très très compliquée, dans laquelle nous, les insoumis, notre devoir, c'est de nous tenir prêts à tout. Nous tenir prêts, un article 16, des élections anticipées, faire tomber le gouvernement, se préparer à exercer les responsabilités de l'État. Mais voilà, on est dans cette phase si particulière de la vie de notre pays qui est une forme d'instabilité politique qui, loin d'être corrigée par des pratiques de genre « ah oui, on va faire de la non-censure, etc. » Non, ça provoque l'inverse, ça aggrave. Parce que ce qu'il faut, c'est trancher politiquement. C'est ça, on ne sortira pas de cette situation de blocage tant qu'on n'aura pas trancher politiquement. Qu'est-ce que vous voulez pour la France? Est-ce que vous voulez continuer Macron, le libéralisme, la politique où on essaye de courir après l'extrême droite sur toutes les autres questions, voilà. Est-ce que vous voulez carrément l'extrême droite, c'est-à-dire Macron empire, on aggrave encore plus raciste, encore plus individualiste, encore plus la guerre de chacun contre tous, ou bien est-ce qu'on change complètement d'idée? Et on partage la richesse, on va taxer les plus riches, on met de l'argent dans les services publics, on augmente les salaires, on fait la retraite à 60 ans, on fait la 6e République pour qu'enfin on ait un système démocratique. Voilà.
Tant qu'on n'aura pas tranché entre les deux, tant qu'on n'aura pas choisi entre les deux, la troisième, la solution intermédiaire, je l'abandonne parce que la Macronie est tellement en train de s'effondrer qu'à quoi bon aller voter pour eux. Mais voilà, tant qu'on n'aura pas tranché entre les deux, on sera dans cette situation de blocage. Et tant que Macron empêchera par son pouvoir personnel qu'on aille vers le côté qui a été donné par les élections législatives, de manière imparfaite bien sûr, mais c'est quand même le nouveau Front populaire qui arrive en tête, donc ça voulait dire plutôt la politique du partage, la politique de l'augmentation des salaires, etc. Tant qu'on n'aura pas tranché entre les deux, ou tant qu'il y aura un personnage au milieu qui bloque, eh ben, on ira de crise en crise politique. Et la France n'est pas différente ni de la France d'avant, quand il y a eu des périodes un peu chaudes politiquement, on va dire ça comme ça, hein, pour choquer personne, ni d'autres pays du monde dans lesquels il y a eu des grands mouvements populaires pour dégager les mecs qui sont en place. Je veux dire, on flotte pas dans un monde idéal dans lequel les lois de la physique politique ne s'appliqueraient pas à notre pays pour des raisons mystérieuses. Non, non, ça s'applique et les gens, ils sont là pour faire de la politique, c'est-à-dire pour trancher des désaccords politiques de manière pacifique, normalement. Mais M. Macron, il n'a pas l'air d'avoir compris que ça fonctionne comme ça. Je viens à mon deuxième sujet qui est donc la situation à Mayotte, parce que c'est une situation qui est dramatique et d'autant plus dramatique que pour l'instant, il n'y a aucun bilan humain qu'il est possible d'avoir. Les estimations du nombre de personnes qui sont décédées avec le cyclone Chido, on n'arrive pas à savoir en fait. Il y a des estimations qui parlent de plusieurs milliers de personnes potentiellement qui pourraient être décédées. Donc vraiment, c'est catastrophique. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que à Mayotte, il y a environ un tiers de l'habitat qui est de l'habitat dit informel, c'est-à-dire en gros ce que on a tendance à appeler des bidonvilles, mais qui est des constructions très sommaires de tôles faites de briquets de broc. On appelle ça plutôt l'habitat informel ou les squats, ça dépend comment vous parlez, mais ça veut dire des logements qui sont très précaires, qui sont très fragiles surtout sur le plan de la stabilité quand il y a des événements comme des cyclones. Parce que le cyclone, faut voir, donc c'est des vents à 220 km/h qui passent deux fois. Ils passent une première fois, ça fait un cercle comme ça, ils passent une première fois dans un sens et une deuxième fois dans l'autre. Donc ça vous balaye tout ce qu'il y a sur le passage. Et quand il y a des logements informels comme ça, évidemment, c'est des logements qui s'envolent. Et je vous ai dit, c'est des tôles. Donc les tôles, quand ça vole, c'est extrêmement coupant. Soit c'est coupant, soit ça se met en travers et donc ça vient détruire des choses. Parce que vous imaginez bien que une tôle propulsée à plat à 220 km/h, peu importe ce que ça rencontre, ouais, la tôle elle va se plier un peu, mais elle va embarquer le truc aussi. Donc plus ça va, plus il y en a, plus ça tourne. Et vous imaginez bien l'élément destructeur que ça peut représenter. Je pense que tout le monde a vu les images de Mayotte. Pourquoi on en est dans cette situation-là? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il n'y a pas de département en France où vous avez un tel niveau d'habitat informel. Ça n'existe pas. Donc pourquoi il y a une situation particulière à Mayotte? Parce qu'il y a plusieurs éléments. Il y a un élément qui est le plus central, qui est le désinvestissement de l'État. Mayotte est sous-dotée au regard de sa population et de sa population réelle. Et je viens sur le sujet des habitants de Mayotte. Parce que du côté de la droite, de l'extrême droite, de Macron aussi, on nous dit ah, mais le problème de Mayotte, c'est l'immigration. Faut savoir pourquoi. Il y a une question migratoire qui est posée à Mayotte. Parce que Mayotte, ça fait partie d'un archipel qui s'appelle les Comores. Et Mayotte, c'est la seule île de l'archipel qui est française. Et il y a un écart de niveau de vie entre Mayotte et le reste des Comores qui est de 8,5 fois de différence. C'est-à-dire on est 8,5 fois plus riche à Mayotte que dans le reste des Comores. Donc il y a beaucoup d'habitants des Comores qui viennent à Mayotte pour avoir accès à un service public à peu près correct, quoi, pour avoir accès à pouvoir accoucher dans des conditions qui sont des conditions à peu près correctes, pour pouvoir emmener les enfants à l'école, pour espérer un meilleur niveau de vie une fois qu'on est sur place, pour rejoindre en partie de la famille. Enfin, il y a plein de raisons légitimes en fait pour que les gens quittent les Comores pour venir vers l'endroit où ils espèrent qu'ils aient une vie meilleure. Et ensuite, les gens de droite et d'extrême droite, ils disent ouais, mais voilà, c'est l'immigration qui est responsable de tous les problèmes sur place, qui est responsable de l'insécurité, etc., etc. Bah, en fait, la question qui est posée, c'est comment on fait quand il y a beaucoup d'immigration? Parce que c'est faux de dire qu'on va pouvoir l'arrêter,
L'immigration, je vous l'ai dit, c'est des îles qui sont très très proches. Donc l'immigration, c'est pas un truc idéologique, c'est un fait politique. Elle se produit. La question, c'est comment on y répond. Alors il y en a qui disent, bah, il faut renvoyer les gens dans les autres îles des Comores, et puis il faut être très dur, il faut avoir une politique très très féroce, parce que comme ça les gens ils reviendront pas, parce que si on les chasse, bah, ils reviendront pas, et vous allez voir ce que vous allez voir, ce qu'on mieux, quand on est dur avec les gens, et bah, ils restent chez eux et puis ils reviennent pas. Bah non, en fait ça marche pas. Donc c'est une politique qui est stupide, puisqu'elle ne fonctionne pas. Donc il faudra peut-être regarder d'autres possibilités. Et comment on fait d'autres possibilités, compte tenu du fait que ça arrive et que ça ne s'arrête pas en ayant des méthodes de brut, eh ben on essaye d'autres politiques, notamment en matière de logement. Par exemple, on peut construire des logements. En matière de services publics, on met plus de moyens dans les services publics. Bref, on utilise la richesse de la France pour essayer de répondre et de faire face à une situation qui est très particulière dans cette zone-là du monde qui concerne un département français. Ok, ça, c'est une manière correcte de faire. Parce que sinon, quand on fait la méthode, justement, qui a été utilisée jusqu'à présent, il se produit quoi? Il se produit précisément des drames. Il faut savoir que quand ils ont vu qu'il allait y avoir le cyclone, les services de l'État, ils ont mis à disposition des gymnases dont ils estimaient qu'ils étaient davantage sécurisés par la force des choses que l'habitat précaire. Pourquoi, à votre avis, il y a si peu de gens alors qu'il y a environ 100 000 personnes qui vivent dans l'habitat informel? Parce que les gens, ils avaient peur que ce soit des mensonges pour attraper les gens, les faire venir dans un gymnase, les attraper et les renvoyer en paquet dans les Comores. C'est-à-dire, à force d'avoir des politiques répressives, les gens ont peur des services de l'État, c'est logique. Ils ont peur qu'on les attrape et qu'on essaye, en gros, de les renvoyer juste à côté, quoi. Donc ils ont peur. Donc comme ils ont peur et pas confiance dans les services de l'État, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils se planquent. Et ils se planquent où? Dans l'habitat informel. Et donc ensuite, quand il y a le cyclone qui passe, comme les gens, ils n'ont pas confiance dans l'État français, eh ben, ils se font littéralement broyer par ce cyclone qui passe. Voilà ce qui s'est produit à Mayotte. Il faut le dire avec des mots clairs. Des politiques inhumaines provoquent des résultats inhumains. D'accord? Et à un moment donné, il va falloir que notre pays s'interroge. Parce qu'on est censé être le pays des droits de l'homme et du citoyen. On n'a pas écrit dans la Déclaration des droits de l'homme, on n'a pas écrit les Français naissent et demeurent libres et égaux en droit. On a écrit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Puis on aurait pu mettre les humains. Mais on a mis les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et on considère que homme, ça vaut pour aussi les femmes, et que c'est homme avec un H majuscule, même si moi je préfère le terme d'humain. Mais on n'a pas écrit les Français, on n'a pas écrit les gens qui ont une carte d'identité, on a écrit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Donc il serait temps qu'on soit à la hauteur des promesses que fait la République française. Et particulièrement dans les Outre-mer, c'est un sujet. Parce que la France n'est jamais à la hauteur des promesses de la République dans les Outre-mer. Il y a toujours une situation qui est inférieure par rapport à la France hexagonale dans les Outre-mer. Et ça, c'est un énorme problème. Parce que vous avez à Mayotte des chiffres qui sont des chiffres avec des écarts considérables par rapport à l'hexagone. Vous avez 3/4 des 320 000 habitants de Mayotte qui vivent sous le seuil de pauvreté nationale. 3/4. 3 habitants sur 4, ils sont sous le seuil de pauvreté. Le taux de chômage, c'est 37% à Mayotte. Ça veut dire que plus d'une personne sur 3 n'a pas d'emploi à Mayotte. Vous avez une situation de désert médical à Mayotte. 260 médecins pour 320 000 habitants. Ça veut dire 81 médecins pour 100 000 habitants, tandis que sur la France hexagonale, en moyenne, on est à 353 médecins pour 100 000 habitants. Et déjà, c'est pas assez dans l'hexagone. Déjà, ça fait qu'il y a plein de déserts médicaux. Donc vous imaginez, en particulier à Mayotte. Et 6 logements sur 10 sont dépourvus du confort sanitaire de base, c'est-à-dire l'eau courante, les toilettes, la douche, des choses comme ça. Voilà. Il y a des problèmes d'eau majeurs à Mayotte. Et on n'a pas arrêté de le dire. En plus, s'ajoute à ça des conditions climatiques particulières, parce qu'à Mayotte, il pleut à certains moments, donc il faut faire des réserves. Là, il a moins plu en plus cette année. Donc vous avez en plus des épidémies qui ont lieu, comme le choléra, parce qu'il n'y a pas d'eau potable et d'eau de bonne qualité qui permettent de lutter contre ces maladies-là. Tout ça, c'est de la responsabilité de l'État. Le logement, l'accès aux soins, l'éducation pour les gamins, l'accès à l'eau. Enfin, imaginez si toutes ces situations-là existaient dans un département qui serait situé au milieu de la France. Si jamais il y avait, je dis n'importe quoi, la Creuse ou je sais pas quoi, l'Allier, ou à cet endroit-là, là, juste à cet endroit-là, autour
d'une situation où tout serait à peu près correct, bah, juste là, il y avait un département où il y avait cette situation-là. Mais on mettrait tous les moyens de l'État. D'un coup, on dirait, allez, on y va. Et ben, ce n'est pas le cas, ni à Mayotte, ni dans le reste des Outre-mer. Et à chaque fois, les habitants des Outre-mer, ils vivent cette situation d'écart par rapport à l'Hexagone, qui est intolérable en fait, qui est irrespectueuse de nos compatriotes. Parce que c'est pas normal qu'il n'y ait pas des accès similaires aux services publics. Il y a déjà des différences qui existent sur le sol hexagonal que vous connaissez, entre d'un côté les grands centres urbains dans lesquels vous avez une concentration des services, d'éléments de qualité de vie avec des problèmes d'accès au logement néanmoins, parce que là ça coûte hyper cher. Et puis le pourtour, la périphérie, qu'il s'agisse des quartiers populaires, qu'il s'agisse des zones un peu plus éloignées, dites périurbaines, ou qu'il s'agisse carrément de la ruralité, bah, vous avez un moindre accès aux services publics, un moindre accès aux soins. Et justement, hein, il y a du travail à faire sur ce sujet-là. Il y a des formes d'unité qui peuvent se mettre en place sur des revendications concrètes autour de services publics, de l'accès aux soins, etc. Donc ça, c'est pas tolérable en fait qu'il y ait des départements comme ça qui soient sous-dotés et comme Mayotte qui soient sous-dotés. Voilà, donc moi je voudrais d'abord dire un grand, grand courage à nos compatriotes mahorais, pas seulement à nos compatriotes d'ailleurs, à tous les Mahorais, à tous ceux qui habitent en ce moment sur l'île de Mayotte, parce que moi j'ai de la solidarité, quelle que soit la personne qui est sous la tôle et qui est blessée ou qui a perdu un proche. Moi je ne regarde pas la nationalité ou la carte d'identité de la personne qui a perdu son fils ou sa fille dans un ouragan. Je suis solidaire avec tous ceux qui sont en ce moment sur l'île de Mayotte et qui souffrent très durement de la situation. Petit 1. Petit 2, je vous appelle à participer à la cagnotte qui a été lancée. Il y a plusieurs cagnottes qui ont été lancées. Bon, j'ai l'impression que celle qui rassemble le plus, c'est celle de la Fondation de France. Je crois qu'il y a le Secours populaire aussi qui a été lancé. Vous choisissez l'association qui colle le plus avec ce que vous appréciez dans les associations. Mais si vous pouvez faire un petit geste pour aider, ben, faites-le, parce que je pense que c'est assez indispensable de le faire. Et puis voilà, je pense que notre devoir, c'est un devoir de solidarité pleine et entière, et donc de se dire aussi que s'il faut que nous, on se prive un petit peu pour permettre à Mayotte d'aller mieux, ben voilà, il va falloir le faire. Je passe du coup à mon troisième sujet, qui est la Guyane, où j'étais en déplacement dans le cadre de la mission d'information que je mène sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Alors, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je crois, ici. C'est une mission que je mène depuis un peu plus d'un an, mais elle a connu plusieurs péripéties, puisque il y a eu notamment la dissolution qui a fait tout recommencer à zéro, enfin pas pour moi, mais pour mon nouveau co-rapporteur du coup. Et on était en déplacement en Guyane parce que c'est un lieu de passage de la cocaïne, notamment vers l'Europe. Et pourquoi c'est un lieu de passage? Parce que la Guyane, c'est donc un département et une région française en Amérique latine, et que du coup, vous avez la possibilité notamment d'utiliser les aéroports, enfin l'aéroport de Cayenne en direction de Paris pour transporter de la cocaïne. Et l'un des problèmes particuliers qui est associé à la Guyane, c'est ce qu'on appelle les passeurs incorporés, c'est-à-dire les gens qui avalent littéralement des boulettes, des énormes boulettes de cocaïne pour les transporter dans l'avion. Ok? Et ça, c'est un fléau parce que vous imaginez bien que si une boulette explose, la personne meurt quasi sur le coup, quoi. Donc il y a un enjeu de santé publique. Ceux qui participent à ces trafics sont la plupart du temps des gens qui sont très pauvres, qui acceptent d'y participer parce que ils ont besoin d'argent ou parce qu'ils ont des dettes. Et donc, il y a des enjeux particuliers qui existent sur le territoire de la Guyane à ce sujet-là. Et je vous dis pourquoi, parce que, en gros, la cocaïne, elle est produite dans cette région d'Amérique latine, donc qui va de la Colombie, la Bolivie, le Pérou, en gros. Et puis, ça transite par plusieurs pays d'Amérique latine. Ça arrive au Suriname. Au Suriname, vous êtes à peu près à 3 000 € le kilo de cocaïne pure. Et puis, à partir du moment où ça passe de l'autre côté de l'Atlantique, votre kilo de cocaïne, il est coupé 5 fois. Donc, avec 1 kilo, vous pouvez en faire 5 en gros. Et le gramme de cocaïne, c'est 60 €. Donc, vous avez en gros l'équivalent de 5 kilos, donc c'est-à-dire 5000 grammes, que vous pouvez vendre à 60 € le gramme. 6 fois 5, 30, 300 000 €. Vous avez acheté un truc. 3000, vous le revendez 300 000. Alors, il y a des frais évidemment de transport, etc., etc. Mais néanmoins, ça vous fait quand même un ratio qui est assez généreux, quoi, on va dire. Et voilà pourquoi, du coup, les trafiquants, eh ben, ils utilisent la Guyane comme un lieu de passage. Donc nous, on était sur place pour aller voir ça, pour étudier ça.
Et je vous en dis pas plus à cette heure, je pourrais vous raconter plein de choses. Peut-être que je vous ferai d'ailleurs une vidéo spécifique sur les enseignements de la Guyane, mais je vous dis ça simplement pour vous indiquer que normalement, on va rendre le rapport de cette mission d'information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants aux alentours de la fin janvier, début février de l'année 2025. Donc là, ça sera le moment où tout le travail qu'on a réalisé sur ce sujet dans l'année qui s'est écoulée, bah, vous pourrez enfin y avoir accès avec un certain nombre de recommandations. Et pour être très concret, moi je pense qu'il faut sortir de la logique de répression qui est à faible échelon, c'est-à-dire répression des consommateurs, répression des petits trafiquants qui sont au bas de l'échelle. Tout ça a montré son inefficacité. Et il faut passer à une répression au niveau du haut du panier de la délinquance et de la criminalité organisée. Parce que c'est là où vous avez des enjeux, et notamment des enjeux qui sont jamais évoqués, qui sont jamais évoqués, qui sont évoqués de temps en temps, mais qui sont pas assez bien traités à mon goût, comme la question du blanchiment. Parce que les blanchisseurs, c'est des gens qui parfois blanchissent de l'argent pour des trafiquants, mais parfois ils blanchissent aussi de l'argent de la fraude fiscale, par exemple. Enfin, c'est le monde des ultra-riches, version criminelle, ou version pas tout à fait criminelle, mais qui ne respecte pas les règles de l'État. Bref, mais c'est des mises en relation de personnes qui sont assez importantes et où en faisant tomber un réseau de blanchisseurs, bah, vous faites tomber d'un seul coup l'objectif des trafiquants qui est de faire de l'argent. Ça, c'est un premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est aussi la question de la corruption qui est assez peu traitée dans ce sujet-là. Et je pense qu'il faut, c'est un sujet qu'il faut traiter. La corruption, elle existe à tous les échelons. Elle existe du bas de l'échelle jusque probablement dans les plus hautes sphères. Et donc, il faut qu'il y ait des services qui soient mis en place et qui soient capables de lutter aussi contre cette corruption. Voilà ce que je voulais vous dire en tout cas sur ce déplacement en Guyane. Et je termine cette vidéo d'actu de la semaine par un petit mot sur le procès des viols de Mazan. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, mais là, donc, il y a le rendu des peines qui est donné avec des condamnations, notamment celle pour Dominique Pellicot, qui est donc la plus importante possible qui a été donnée, et c'est une bonne chose. Et moi, je voudrais juste dire un mot à propos de Gisèle Pellicot elle-même et de ce que permet le courage qu'elle a eu. Parce qu'il faut que la peur change de camp et il faut que la honte aussi change de camp. Parce que ce que permet le courage de Gisèle Pellicot, c'est justement de donner du courage à d'autres. À plein de gens qui se disent qu'ils n'auront pas la force, qu'ils n'y arriveront pas, que c'est trop dur. Et c'est vrai que c'est dur et c'est vrai qu'il faut énormément de force, énormément de courage pour parvenir à obtenir justice quand on a été violé, quand on a été séquestré ou maltraité, ou quand on a subi des violences qui sont des violences gravissimes, ou quand on a subi de la soumission chimique. Encore faut-il avoir réussi à s'en rendre compte, puis une fois qu'on s'en est rendu compte, se dire je vais y aller, je vais aller devant les tribunaux, je vais saisir la justice sur ce sujet-là. Et donc le courage qu'a eu Gisèle Pellicot, en plus en demandant la publicité des débats, pour faire en sorte que ça change, je pense que il est indispensable pour notre société et que on doit tous avoir une forme de reconnaissance vis-à-vis de Gisèle Pellicot, de celles surtout qui l'ont accompagnée aussi, qui l'ont aidé à aller jusqu'au bout de cette démarche-là, parce que ils permettent de faire avancer les têtes, les esprits, la justice, de faire avancer aussi la part de courage qu'il faut quoi, pour aller jusque devant les tribunaux. Donc, je voulais pas finir cette vidéo sans dire un immense merci à Gisèle Pellicot, une immense reconnaissance, à la fois comme citoyen et comme député, parce que je crois que c'est, elle a produit quelque chose qui va marquer la suite de la vie dans notre pays, et elle a produit quelque chose qui le marque malgré toute l'horreur qu'elle a subie, d'une manière positive pour les autres. Et ça, je trouve que ça force le respect. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. C'est la fin du coup de cette vidéo. Je vous retrouve à la rentrée et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir la première vidéo de l'année 2025. Allez, à l'année prochaine.